Ma fille a pris le parti de ma femme infidèle, m'être traitant de père toxique lorsque je n'étais pas d'accord avec sa décision de vivre avec son ex. Elle s'est moquée de moi. Papa, tu penses que tout tourne autour de toi. Nous sommes mariés depuis 21 ans, j'ai 42 ans, elle en a 40. Nous nous sommes rencontrés à une fête organisée par un ami commun. Dès le premier instant, j'ai été attiré par sa personnalité, vive, sarcastique, avec cette capacité à faire taire tout le monde avec une seule phrase bien placée. J'aimais ça chez elle, je l'aime toujours quand ce n'est pas dirigé contre moi. Nous avons commencé avec peu de choses, jeunes et sans direction claire. Peu de temps après, notre fille, Martine, qui a maintenant 19 ans, est née, et nous avons tout construit à partir de zéro. Nous n'avons jamais eu une vie parfaite, mais elle était stable. Je travaillais des heures interminables pendant qu'elle s'occupait de la maison. Avec le temps, elle a repris ses études à temps partiel, puis a commencé à travailler à domicile comme conseillère en bien-être. Au fil des ans, nous avons commencé à nous éloigner. Je suis devenu plus pratique, elle, comme elle le dit maintenant, plus alignée avec son moi supérieur. Elle a commencé à changer le ton de sa voix, à perdre patience facilement. Soudain, tout commentaire que je faisais était pris comme une critique. Et Martine. Martine a commencé à prendre son parti en tout, comme si elle était sa pom-pom girl personnelle. Cela s'est passé il y a environ 6 mois. Je suis rentré du travail et je me suis assis dans la cuisine pour manger des restes. Pendant que je mangeais, ma femme, Laure, arpentait la maison avec cette nervosité que je connais si bien, cette façon qu'elle a de marcher quand elle est sur le point de me dire quelque chose que je ne vais pas aimer. Finalement, elle s'est assise en face de moi, complètement calme, et a dit, « Étienne m'a demandé de rester avec lui pendant un certain temps. Il traverse une période difficile. » Étienne, son ex. Ce n'était pas un mari ou quoi que ce soit de formel, juste un ancien petit ami de sa jeunesse, le genre dont on entend parler qu'en passant, toujours accompagné d'un « c'était un désastre ». Je suis resté silencieux, la fourchette en l'air, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Elle a continué à parler avec la désinvolture de quelqu'un qui lit un menu, ce ne sera que 30 jours. Sa femme est décédée et il a du mal à faire son deuil. Je sens que je devrais l'aider à clore ce chapitre. J'ai posé mon assiette sur la table et je me suis penché en avant, « Tu vas vivre avec ton ex-petit ami pendant un mois, alors que tu es toujours marié avec moi. » Laure a penché la tête et m'a regardé comme si je réagissais de manière excessive, « Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une relation, je veux juste le soutenir, il souffre. » J'ai cligné des yeux, incrédule, bien sûr, parce que la meilleure façon de gérer le deuil, c'est avec des cafés partagés et des routines matinales. Elle a croisé les bras, « Ne sois pas cruel, il a perdu quelqu'un. » Et je suis sur le point de perdre quelqu'un aussi, ai-je répondu. Depuis quand vous reparlez-vous? Depuis un certain temps, de temps en temps, ce n'est pas comme si je te le cachais. Tu n'en as pas parlé une seule fois jusqu'à aujourd'hui, juste au moment où tu as déjà décidé de la date de ton déménagement. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase car Martine est apparue du couloir. Parfait, elle n'a pas tout entendu, mais ça ne l'a jamais arrêté avant. Il n'est pas ta propriété, papa, a-t-elle lâché avec défi, tu ne peux pas contrôler à qui elle parle ou où elle va. Elle peut aider quelqu'un si elle le choisit. Excuse-moi, ai-je dit, je suis maintenant ton ex-beau-père, pas ton père. Martine a ricané comme si elle se préparait pour un discours de motivation, tu ramènes toujours tout à toi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de maman qui fait quelque chose de bien pour quelqu'un qui en a besoin. Martine. Elle parle d'emménager avec son ex pendant un mois, est intervenue Laure. Je ne vais pas partager un lit avec lui, si c'est ce que tu penses. Mais une maison, oui, ai-je répondu. Martine a haussé les épaules, tu exagères, ce n'est pas comme s'il partait en lune de miel. Et je suis ici à tout payer, en me sentant remplacé, ai-je dit. Laure a légèrement élevé la voix, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit avant. Je savais que tu allais réagir comme ça. Tu ne me l'as pas dit avant parce que tu savais que ça sonnait absurde, et tu pensais que si tu le disais avec désinvolture, j'accepterais tout simplement. Martine a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés comme ça, tu es ridicule. Tu penses que tout tourne autour de ton opinion. Elle fait quelque chose de bien et tu brûles parce que ça ne te concerne pas. Vous vous entendez, leur ai-je dit. Vous justifiez sérieusement que maman emménage avec son ex, et c'est moi l'irrationnel. Tu déformes les choses, a dit Laure. J'ai juste répété tes mots, que tu vas être avec Étienne pendant 30 jours pour le soutenir. Comment veux-tu que j'interprète ça? Nous aurons des limites,
a-t-elle répondu, les bras croisés. Oui, comme celle qu'un hôtel imposerait, ou un simple appel téléphonique. Mais à la place, tu fais une valise et tu disparais dans la cuisine d'un autre homme. Elle n'a rien dit. Martine a alors ajouté, d'un ton chargé, tu agis comme si elle t'abandonnait, elle est juste une bonne personne, mais ton ego ne peut pas le supporter. Elle m'abandonne. Je suis son mari, nous vivons ensemble, et elle choisit de rester ailleurs avec quelqu'un avec qui elle a eu une relation. Comment veux-tu que j'appelle ça? Elles sont restées assises là, calmes, comme si elles étaient les voix de la raison dans tout cela, comme si j'étais le fou de trouver tout cela inacceptable. Je n'ai pas discuté davantage. Je me suis levé, je suis allé au comptoir, j'ai pris mon ordinateur portable et je me suis rassis à la table. Laure m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je cherche un thérapeute en ligne. À la place, j'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai composé un message. Objet, clarification concernant la séparation. Juste un paragraphe, clair et direct, comme discuté aujourd'hui, vous avez décidé de résider en dehors de notre domicile commun pour les 30 prochains jours. Pendant cette période, toutes les responsabilités financières, services, factures et dépenses seront séparées, y compris le carburant, la nourriture, les services de streaming, les abonnements à la salle de sport et les frais de scolarité de Martine. Veuillez confirmer pour mémoire. Pas d'émotion, pas de point d'exclamation, juste des faits. Je l'ai envoyé et je me suis mis en copie. J'ai attendu. Laure a laissé échapper un rire sec, sérieusement? Un email? Tu veux agir comme une adulte, alors joue selon les règles. Je ne vais pas entretenir 2 foyers. Tu as pris une décision, je la formalise simplement par écrit. Elle a sorti son téléphone, a tapé quelque chose pendant quelques secondes et a dit, content? Une seconde plus tard, j'ai entendu le son du nouvel email dans ma boîte de réception. Une réponse d'un seul mot, confirmé. Martine, toujours debout comme si elle était sur un plateau de tournage pour une campagne d'autonomisation, a applaudi, bon travail, maman. Limite claire. Je me suis tourné vers elle, parfait, alors ta carte pour l'université est gelée à partir de demain. Limite claire pour tout le monde. Et elle a cessé d'applaudir en un instant. Laure m'a regardé avec un demi-sourire et a haussé les épaules, peu importe, je serai de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, personne ne me manquera. Et je le pensais. Le lendemain matin, Laure a fait une petite valise et est partie comme si elle se dirigeait vers une retraite spirituelle. Martine, avec un enthousiasme calculé, l'a aidé à porter ses affaires jusqu'à la voiture. Pas une seule larme, pas un seul doute, de la part de l'une ou de l'autre. Et la vérité, c'est que ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais imaginé. J'avais l'impression d'être juste le type qui paie les factures et répare ce qui casse. Quand elles ont quitté le garage, elles n'ont même pas regardé en arrière. Elles sont parties comme si elles me devaient quelque chose, et non l'inverse. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant plusieurs minutes, digérant le silence dense laissé par leur départ. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai vu l'assiette de Laure encore dans l'évier, les restes du petit déjeuner que nous avions partagé avant son départ. J'ai regardé vers la chambre de Martine. La porte était ouverte, les lumières allumées, comme si elles s'étaient échappées de leurs responsabilités avec l'excuse d'un décès de 30 jours, sans penser aux conséquences. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'elle pensait de moi, le constant, le joker, le type qui resterait là, immobile, à attendre les bras ouverts quand elle déciderait de revenir, comme si tout cela avait été une expérience révélatrice. Non, non, pas cette fois. J'ai attendu un jour avant de prendre des décisions importantes. Non pas par colère, mais pour plus de clarté. Les premières 24 heures ont été étrangement calmes, trop calmes même, comme si la maison elle-même ne savait pas s'il était normal de respirer sans que leur voix ne résonne contre les murs. Je suis allé travailler le lendemain comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit à personne, je ne voulais pas susciter de questions. Mon plan était simple, tout gérer discrètement. Mais je n'évitais pas la réalité, je préparais le terrain. Parce que quand on vit avec des gens qui vous tiennent pour acquis, et qu'ils partent ensuite en croyant que vous resterez au même endroit, il y a quelque chose de très libérateur à réaliser qu'on n'est pas obligé. Dès que je suis rentré à la maison, je me suis assis avec un cahier et j'ai commencé à noter chaque abonnement, facture et dépenses partagées qui sortaient de ma poche. La liste était plus longue que prévu, musique, livraison d'épicerie, Amazon Prime, même cette application d'astrologie que leur disait la maintenir centrée. Tout a été annulé, silencieusement, sans avertissement, sans message,
je l'ai juste fait. Puis j'ai vérifié le compte cloud partagé. Laure avait téléchargé des photos de la maison d'Étienne. Rien de déplacé, des selfies sur le porche, des photos de son chien, des smoothies verts, mais ça m'a dérangé. Non pas parce que je pensais qu'il se passait quelque chose entre eux pour l'instant, mais parce qu'elle avait l'air calme, trop calme, pendant que je ramassais ce qu'elles avaient laissé derrière elles. Alors j'ai continué. Je suis allé dans l'application de budget familial, celle que j'ai configurée parce qu'aucune des deux ne tenait le compte des dépenses, et je les ai retirées du système. J'ai téléchargé tout l'historique financier et je l'ai sauvegardé sur un disque dur externe, au cas où les choses tourneraient mal. Elles ont demandé 30 jours, j'allais leur donner, mais à mes conditions. Le 3e jour, les notifications ont commencé. Martine a essayé de payer dans son restaurant préféré, un de ces endroits ridiculement chers où on vous sert de la laitue avec un nom, et sa carte a été refusée. Je le savais parce qu'elle m'a envoyé une capture d'écran suivie du message « C'était toi ». Je n'ai pas répondu. Le soir même, Laure m'a envoyé un email, et « Je crois qu'il y a un problème avec les cartes, fais-moi savoir ». J'ai répondu « Tout fonctionne bien ici. Je suppose qu'Étienne s'en occupe ». Il n'y a pas eu de réponse. Quelques heures plus tard, Martine a posté quelque chose sur les réseaux sociaux du genre « Certaines personnes montrent qui elles sont vraiment quand on arrête de leur donner ce qu'elles veulent ». Philosophie d'Instagram. J'ai imaginé que cette salade devait être transformatrice. Mais il ne s'agissait pas de vengeance, ce n'était pas une punition, c'était de la réciprocité, vous décidez d'emménager avec votre ex pour l'aider à surmonter son deuil, d'accord, mais n'attendez pas de moi que je continue à remplir le garde-manger pendant que vous jouez les thérapeutes dans la maison de quelqu'un d'autre. J'ai passé le reste de cette semaine à nettoyer, à la fois physiquement et numériquement. J'ai gardé plusieurs des choses que Laure a laissées derrière elle, des crèmes, des tasses préférées, des couvertures, des objets du quotidien. Non pas par ressentiment, mais par souci d'ordre. J'ai étiqueté les boîtes et je les ai empilées dans le garage, hors de vue. La chambre de Martine est restée intacte, non pas par nostalgie, je n'avais tout simplement pas encore envie d'y toucher. Mais j'ai éteint les lumières qu'elle avait laissées allumées et j'ai débranché le fer à lisser de la salle de bain. L'électricité coûte de l'argent. À la fin de cette semaine, la maison semblait différente, plus légère, comme si elle aussi se débarrassait d'un poids. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, c'était moi qui tenais tout. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement, mentalement, j'étais le soutien de 2 personnes qui n'étaient même pas conscientes de l'effort que cela demandait pour garder un toit sur leur tête. Laure disait toujours que j'étais trop pratique, que je devais vivre dans le présent. L'ironie, je n'ai commencé à le faire que lorsqu'elle est partie. Ce week-end-là, j'ai finalement parlé à quelqu'un, ma sœur, Diane. Nous ne sommes pas extrêmement proches, mais elle est digne de confiance, sans drame, direct. Elle vit à 1 heure de route, nous nous parlons généralement 1 fois par semaine, principalement pour prendre des nouvelles de maman ou nous plaindre du travail. Cette fois, je l'ai appelée tôt le dimanche matin. Elle a répondu en disant « Tu n'appelles jamais à cette heure, que s'est-il passé ?» J'ai dit « Laure est partie vivre avec son ex pendant 30 jours. » Il y a eu un silence, suivi d'un « Quoi ?» Je lui ai raconté l'essentiel, ce que Laure m'a dit, le petit discours de Martine, l'histoire de trouver la clôture. Diane n'a pas interrompu, elle m'a laissé parler, et quand j'ai fini, elle a juste dit « Et tu vas permettre ça ?» J'ai répondu « Je ne l'empêche pas, mais je ne vais pas continuer à payer pour son séjour non plus. » Il y a eu une autre pause, et elle a dit « Bien. Ne le fais pas. » Pas de cri ni de crise de colère, juste du soutien. Calme, ferme, honnête. Elle a ajouté « Si tu as besoin de venir quelques jours, j'ai de la place. » Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que j'allais bien. Et j'allais bien. Finalement, le silence à la maison n'était pas l'ennemi. Au contraire, c'était la première fois depuis longtemps que je pouvais penser clairement. Après avoir raccroché cet appel, j'ai ressenti quelque chose de semblable à un soulagement. Non pas parce que quelqu'un avait pris mon parti, mais parce que finalement quelqu'un avait clairement vu ce qui se passait et n'avait pas essayé de le déguiser avec des phrases vides. Diane ne m'a pas dit que je devais arranger les choses, elle m'a dit de prendre soin de moi. Au 7e jour, j'avais déjà une routine établie, je dormais mieux, je mangeais mieux, je me sentais plus léger. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle la maison s'est adaptée. Il n'y avait plus de chaussures supplémentaires dans l'entrée. La 2e semaine, l'atmosphère est devenue plus calme. Mais pas ce genre de calme paisible, mais le genre que l'on ressent juste avant une tempête,
quand tout est trop calme et que quelque chose à l'intérieur vous dit que quelque chose de grand arrive. Et je ne me suis pas trompé. C'est Martine qui a rompu le silence la première. J'étais dans le garage, en train de réorganiser une étagère qui penchait depuis des mois, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, 2 appels consécutifs d'elle, puis un message vocal, puis un texto, il faut qu'on parle. Maintenant. Ce genre de message n'augure jamais rien de bon, surtout venant de quelqu'un qui, 2 semaines plus tôt, m'avait accusé de la manipuler financièrement juste pour avoir annulé son compte Spotify. J'ai ignoré le message pendant un certain temps. Je suis rentré, je me suis versé un verre et je me suis assis. 5 minutes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Elle ne m'a pas salué, ne m'a pas demandé comment j'allais, elle est allée droit au but, c'est toi qui as annulé mon accès au portail de l'université? Je ne peux pas accéder à mon compte. J'ai répondu, je n'ai pas annulé le portail, ce que j'ai fait, c'est fermer la carte qui y était liée. Si c'était celle qui payait tes extras, alors oui, tu devras t'en occuper toi-même. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle dit en élevant la voix. Cela affecte mon éducation. Et qui a financé cette éducation jusqu'à présent? Les frais de scolarité, les livres, le loyer, la nourriture, j'ai tout payé. Mais, tu étais là quand ma mère m'a dit qu'elle allait vivre avec son ex, et tu l'as soutenue. Comme si c'était quelque chose d'admirable. Alors si tu te considères comme une adulte maintenant, agis comme une adulte. Silence. Puis elle a raccroché. C'était la première fissure. Et il n'a pas fallu longtemps pour que l'heure suive. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'elle. L'objet, il faut qu'on parle. Pas de salutations, pas d'excuses, juste ceci, je sens que cela est allé trop loin. Tu as fait passer ton message clairement. Je pense que nous devrions nous asseoir et parler à mon retour et voir comment nous redémarrons tout. Redémarrer? Comme si c'était une mauvaise émission de télévision, pas un mariage abandonné pour une retraite spirituelle de 30 jours avec son ex. Je n'ai pas répondu. J'ai marqué l'email comme non lu, juste au cas où. Je ne l'ai plus jamais ouvert. Le lendemain, Diane a rappelé. Elle m'a dit que je ne lui avais rien dit depuis notre première conversation. J'ai vu le post de Martine, a-t-elle dit. Quelque chose à propos de ton abandon? J'ai soupiré. Tout ça parce qu'elle ne peut plus accéder à la salle de sport de l'université. C'était la grande crise. Diane a laissé échapper un rire sec que j'ai apprécié. Écoute, je pensais que Laure était une femme sensée, mais dernièrement, on dirait qu'elle a laissé son bon sens quelque part. C'est comme si elle justifiait tout maintenant simplement parce qu'elle se sent nécessaire à quelqu'un, et Étienne lui a donné cette excuse parfaite. Elle avait raison. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai pensé, il ne s'agissait pas de guérison, il s'agissait de contrôle. Laure voulait continuer à se sentir indispensable à quelqu'un. Et parfois, les gens justifieront n'importe quoi s'ils peuvent l'envelopper d'empathie. Les jours suivants, je me suis consacré à revoir nos finances plus attentivement. J'ai fait quelques ajustements, j'ai retiré Martine comme utilisatrice secondaire d'une carte de crédit. Non pas par ressentiment, mais par ordre. Je ne voulais plus de messages disant qu'elle ne pouvait pas acheter son chélat. Peu de temps après, une amie de Martine, une de celles qui venait souvent à la maison, m'a envoyé un message direct. C'était bref, je voulais juste te dire que ce qu'ils te font me semble très injuste. J'espère que tu vas bien. Ce message m'a frappé plus fort que toutes les crises de Martine réunies, parce que quelqu'un qui ne me devait rien pouvait clairement voir ce que d'autres, vivant sous mon toit et mangeant à ma table, refusaient de reconnaître. Finalement, le 29e jour, j'ai passé un seul appel. Je n'ai rien écrit ni prévenu. J'ai appelé le même coursier que j'utilisais pour les contrats de travail et je lui ai demandé de livrer une enveloppe à la maison d'Étienne. « Voulez-vous inclure une note » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient les papiers du divorce. Direct, sans drame, juste les faits, et une date. Pas d'insultes, pas de reproches. Au début, j'ai ajouté une seule ligne, tu as choisi la distance, j'ai choisi la clarté. Considère ceci comme ton email de confirmation. À midi, j'ai reçu la confirmation de livraison. 15 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de notifications, appel manqué, message, qu'est-ce que c'est? Tu exagères? Ce n'était pas définitif. Tu divorces pour une faveur de 30 jours? Laure a immédiatement adopté le rôle de la victime. Puis est venue Martine, tu l'as punie vraiment pour avoir aidé quelqu'un?
Tu détruis tout par orgueil. Typique, quand vous bloquez leur chemin vers votre paix, ils appellent ça de l'égoïsme. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais déjà tout dit, avec 30 jours de silence. À 6 heures du soir, j'ai éteint mon téléphone. J'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Le lendemain, elles sont revenues comme si de rien n'était. Je regardais un match dans le salon quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. Je n'ai même pas mis la télé en pause. Laure est entrée comme si elle revenait d'un week-end. Martine a suivi, traînant une valise et vérifiant déjà son téléphone, demandant ce qu'il fallait acheter pour la maison. Laure a regardé autour d'elle et a dit « Eh bien, nous sommes à la maison ». Comme si cela devait m'enthousiasmer. Je ne me suis pas levé, j'ai juste hoché la tête, j'ai remarqué. Elle a attendu plus, mais je n'allais rien lui donner. Martine s'est approchée de la table de la salle à manger, où j'avais étalé mes papiers et mon ordinateur portable, et a dit « Peux-tu déplacer tes affaires ? J'ai besoin de m'installer. » Alors je me suis levé. Sans élever la voix, fermement, « Non, ça ne va pas se passer comme ça. » Laure a froncé les sourcils comme si je lui avais dit que le ciel était orange. « Excuse-moi. Vous ne pouvez pas simplement revenir ici comme si c'était une sitcom qui redémarre avec le prochain épisode. Vous avez pris des décisions, moi aussi. » Martine a laissé tomber son sac à dos par terre, croisant les bras, cet endroit était notre maison. Aujourd'hui, c'est là où je vis. Si vous voulez entrer, vous commencez par la porte. Laure m'a regardé comme si je l'avais giflé. Nous ne sommes partis qu'un mois, a-t-elle dit, visiblement offensée. Nous ne t'avons pas trompé, nous n'avons pas fait de désordre, j'ai aidé quelqu'un qui a perdu sa femme, pourquoi es-tu si dramatique ? Je n'ai pas répondu. Calmement, tu aidais ton ex. Tu es allé vivre avec lui, tu as cuisiné, nettoyé, tu es apparu sur ces photos en souriant comme si tu auditionnais pour un second tour de ta vie précédente, et en plus, tu t'attendais à ce que je reste ici à t'attendre avec des serviettes chaudes. Elle n'a pas répondu. Son silence était plus clair que n'importe quel mot. Je lui ai tendu l'enveloppe Kraft que j'avais préparée. À l'intérieur se trouvait tout ce que j'avais annulé, abonnements, prélèvements automatiques, comptes, une liste de choses qu'elle supposait que je continuerais à couvrir. Laure l'a tenue comme si elle allait la brûler. Martine a regardé autour d'elle comme si elle remarquait soudain que quelque chose avait vraiment changé. « On ne peut même pas rester ce soir ?» a-t-elle demandé. « Si tu veux, tu peux dormir dans le garage » ai-je dit. « Les boîtes de ta mère sont là. Ou tu peux aller dormir chez tes amis, comme tu le fais d'habitude. » La voix de Laure a tremblé, « Tu nous as envoyé les papiers du divorce, c'est fou. » « Ce qui est fou, » ai-je dit, c'est de quitter son mari pour aller jouer à la famille heureuse avec son ex, et ensuite se fâcher parce qu'il ne t'attend plus. Martine a ricané et a repris son sac, waouh, quelle toxicité. J'ai souri, fixer des limites n'est pas toxique. Ce qui se passe, c'est que vous ne les aimez pas quand ce n'est pas vous qui les contrôlez. Laure a baissé la voix comme si cela pouvait annuler les dernières semaines. Alors c'est ça ? Tu abandonnes ? Je vous ai donné 30 jours, vous les avez utilisés. Maintenant, j'utilise les miens. Elles sont restées là, immobiles, comme si elles attendaient encore de résoudre une énigme. Mais il n'y en avait pas, juste des décisions et des conséquences. Finalement, Laure s'est retournée et est partie, sans étreinte ni excuse. Martine l'a suivie, marmonnant quelque chose que je n'ai pas pris la peine de comprendre. Je suis resté là, à écouter la porte se fermer. Puis j'ai traversé la maison. Non pas parce que j'étais perdu, mais parce que je voulais sentir l'espace, le silence, la nouveauté de tout cela. La maison semblait plus grande, pas physiquement, mais émotionnellement. Il y avait plus d'air, plus de liberté, plus d'espace pour exister sans que quelqu'un me pousse ou me tire. J'ai traversé la cuisine, j'ai regardé le placard à tasses, celui que Laure remplissait de ses tasses filles émancipées. Maintenant, il était à moitié vide, et j'aimais ça comme ça. Je suis allé dans la chambre, je me suis allongé sur le lit et j'ai regardé le ventilateur de plafond. Il était éteint, la télécommande était toujours de son côté. Je n'y ai pas touché. J'ai fermé les yeux et j'ai compris quelque chose d'inattendu, je n'étais pas en colère, je n'étais pas rancunier, j'étais en paix. C'était fini. Le jour de l'audience était le contraire de ce que Laure aurait pu imaginer. Pas de public, pas de réaction dramatique, pas de musique épique, juste un couloir froid, une moquette usée et quelques avocats avec des mallettes, comme n'importe quel autre mardi.
Laure est arrivée bien habillée, mais visiblement tendue, cheveux bouclés, maquillage complet et le collier que je lui avais offert il y a 2 Noëls, celui qui, disait-elle, la faisait se sentir élégante. Martine n'est pas venue avec elle, ce qui n'a surpris personne. Elle parlait toujours beaucoup à la maison, mais en réalité, elle restait silencieuse. Laure m'a à peine regardé quand elle est entrée, a juste hoché la tête avec les lèvres pincées et s'est assise de son côté de la salle, comme si nous étions des étrangers attendant le dentiste. Mon avocat s'est penché vers moi, elle est nerveuse, devrais-je? Je lui ai dit non. Laure avait déposé une réponse formelle au divorce. Rien de spécial, quelques phrases vagues sur des malentendus et qu'elle n'a jamais voulu que la séparation soit définitive. Du jargon juridique, écrit alors que tout s'effondrait déjà. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était ce qui était écrit, et tout ce que j'avais sauvegardé, imprimé et en ordre. Quand le juge est entré, il n'a pas perdu de temps. Nous sommes ici pour des audiences préliminaires sur la division des biens matrimoniaux et le soutien temporaire, a-t-il dit sans enthousiasme. Et honnêtement, j'ai apprécié. Je ne cherchais pas le drame, je voulais juste la paix et des documents signés. L'avocat de Laure a parlé le premier. Juste comme je l'imaginais, votre honneur, la période de 30 jours n'était pas un abandon, c'était un geste de compassion, une démonstration de soutien à une personne en deuil. Notre cliente a répondu à la douleur d'un ami de longue date, ce n'était pas une fuite du mariage. Il a littéralement utilisé la phrase « faire le deuil du deuil d'un autre », comme si Laure était une sainte, pas quelqu'un qui a fait ses valises pour aller vivre avec son ex tout en portant encore son alliance. Je suis resté sérieux. Puis mon avocat a parlé. Il s'est approché du juge sans élever la voix et a posé un dossier sur le pupitre. À l'intérieur se trouvaient les documents suivants, l'email que j'ai envoyé alors le soir où elle a annoncé son départ, détaillant la séparation volontaire de 30 jours, précisant qu'elle serait financièrement indépendante et que toutes les dépenses communes seraient suspendues, sa réponse d'un seul mot, confirmée avec la date et l'heure. Des captures d'écran de notre compte cloud partagé, des photos de leur cuisinant chez Étienne, assise à côté de lui sur la balançoire du Porsche. Un selfie avec la légende Bonne Énergie et compagnie de guérison, ce n'était pas scandaleux, mais c'était assez intime pour détruire son récit de compassion temporaire, un registre détaillé des annulations de comptes, des changements de mots de passe et des déconnexions numériques, le tout documenté et daté. Pas d'émotion, juste des faits. Le juge a feuilleté chaque page en silence. Il n'a posé aucune question, pas une seule, comme s'il avait vu cette histoire de nombreuses fois auparavant. Laure a baissé le regard comme si elle avait peur que le dossier ne prenne feu. Son avocat a tenté de se ressaisir, nous ne contestons pas la fin du mariage, votre honneur, nous demandons seulement au tribunal d'envisager une aide financière temporaire et un accès partagé aux biens de style de vie en raison de la durée du mariage. Mon avocat n'a pas hésité, elle a quitté la maison de son propre chef, elle l'a signé, reconnu et accepté la séparation financière. Mon avocat a juste suivi la procédure. Il n'y a pas de confusion, juste un sentiment de droit mal avisé après coup. Le juge a levé les yeux pour la première fois. Madame Sanchez, combien de temps avez-vous été absente? Laure s'est éclairci la gorge, 30 jours, en vivant avec son ancien partenaire. Elle a hoché la tête. Oui, mais ce n'était pas romantique. Le juge a levé un sourcil, c'est sans importance. Puis il a tapoté légèrement le dossier avec un doigt, ce qui est pertinent, c'est qu'il est indiqué ici qu'elle est partie volontairement, reconnaissant qu'elle agissait de son propre chef et qu'elle comprenait les conséquences. Il s'est tourné vers mon avocat, toute la documentation est en ordre. Il n'y a aucun signe d'abus, de coercition ou de conduite inappropriée. Et enfin, s'adressant à nous deux, la demande de pension alimentaire est rejetée. La division des biens suivra l'accord standard. Aucune réclamation rétroactive pour abandon volontaire ne sera prise en compte. Laure semblait avoir avalé des pierres. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas protesté, elle a juste adopté cette expression figée de quelqu'un pris entre la colère et la compréhension. Son avocat lui a touché le bras et lui a chuchoté quelque chose, mais elle n'a pas bougé. Le juge a continué, quant à la propriété, elle reste au nom de Monsieur Sanchez, selon les registres de titres. Il n'y a pas de litige. L'avocat de Laure a fait une dernière tentative, et qu'en est-il de ma fille? Elle a 19 ans, mais elle est encore partiellement dépendante. Le juge n'a même pas levé les yeux, elle est adulte. Ce n'est pas une audience de garde. Et ainsi, l'affaire a été réglée. Laure n'a pas dit un mot en quittant la salle d'audience. Elle semblait plus petite, non pas physiquement,
mais comme quelqu'un qui a parié sur une version de la réalité qui ne s'est jamais matérialisée. Dehors, je me suis assis sur un banc en attendant mon transport. J'avais déjà annulé le service de covoiturage que nous utilisions ensemble, et je n'allais pas payer pour son voyage de retour à la maison de sa sœur. Après un moment, elle s'est approchée et s'est assise à l'autre bout du banc, laissant au moins 60 centimètres entre nous. Après un long silence, elle a dit, « Tu n'as même pas essayé d'arranger ça. » Je l'ai regardé, « Tu as emménagé avec un autre homme et tu t'attendais à ce que je laisse la porte ouverte. » Elle a secoué la tête, plus confuse que contrariée, « Alors tu as juste tout arrêté. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste compris que j'étais le seul à être encore branché. Elle n'a pas répondu. Elle est restée assise là pendant une autre minute, comme si elle digérait encore. Finalement, la voiture de sa sœur est arrivée. Laure s'est levée sans rien dire et est partie. Je suis resté assis. Le soleil ne brillait pas plus fort ce jour-là, mais il était plus propre, comme s'il éclairait enfin la version correcte de ma vie. J'ai envoyé un message à Diane sur le chemin du retour. Je lui ai dit que tout était fini. Sa réponse a été simple, enfin. Plus tard, j'ai reçu un email de mon avocat. L'objet était, version finale, sortie sans faute. Ce soir-là, j'ai grillé un steak, juste pour moi. Je l'ai mangé en silence, accompagné uniquement de tranquillité. Et honnêtement, cela ressemblait à la vraie victoire. Exactement 9 jours après le procès, Laure est réapparue sans prévenir. Un mardi après-midi, elle a frappé à la porte. J'ai ouvert, et elle était là, attitude en pleine floraison, bras croisés, comme si je devais lui donner des explications. Tu as changé les serrures. Même pas une salutation, juste des exigences déguisées en formalité. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, tu n'habites plus ici. Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient lui sortir de la tête, c'est comme ça que tu vas agir, je t'ai donné de l'espace et c'est ce que je trouve. Tu ne m'as pas donné d'espace, ai-je dit. Tu as donné à ton ex mon espace. Elle a ignoré cela. J'ai besoin de récupérer des affaires. J'ai laissé des choses importantes. J'ai haussé les épaules, les bagages sont dans le garage. Tu peux les regarder, mais c'est tout. Laure s'est avancée comme si elle allait forcer le passage, je ne vais pas faire ça ici. Tu ne le feras pas à l'intérieur non plus. Elle semblait désorientée, comme si la réalité que ce n'était plus sa maison venait de la frapper, comme si la décision du juge n'avait pas d'importance parce que dans son esprit, nous étions toujours en pause. Eh bien, c'est ce que tu es devenu, froid, rancunier, mettant ta femme à la porte comme si elle était une étrangère. Ex-femme, ai-je dit, et les étrangers ne me traitent généralement pas comme si j'étais jetable. Laure a soufflé, tu penses que cela fait de toi une meilleure personne? J'ai penché la tête, je n'essaie pas d'être meilleur, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Elle s'est serrée dans ses bras, plus tendue, je t'ai donné du temps, je t'ai donné de l'espace, je pensais que tu te calmerais. Tu t'es trompé, ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil à la voiture, Martine est dans la voiture. Cela fait 2 personnes qui n'habitent plus ici. Elle m'a fusillé du regard, tu t'en fiches vraiment, après toutes ces années? Tu ne m'as pas donné d'années, ai-je répondu. Nous avons partagé du temps, puis tu as donné le tien à quelqu'un d'autre comme si j'étais éternel. Je ne le suis pas. Elle n'a pas aimé cette réponse. Elle a commencé à faire les 100 pas sur le porche comme si elle répétait un discours. Tu sais ce que ça fait de ne pas être vu? De vivre avec quelqu'un qui n'écoute pas. J'ai hoché la tête, tu décris les 3 dernières années de notre mariage. Elle a serré la mâchoire. Je savais qu'elle perdait le contrôle du scénario. Elle a essayé de dire quelque chose, mais n'a pas fini la phrase. J'ai attendu. Elle n'a rien dit de plus. Tu pensais que je serais là, avec la lumière du porche allumée, à attendre que tu reviennes? Je pensais que tu comprendrais, a-t-elle murmuré. Et je l'ai fait, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai déposé les papiers. Laure a de nouveau ouvert la bouche, mais s'est arrêtée. Elle a regardé vers le garage, d'accord, je vais prendre mes affaires. Et sans un mot de plus, elle a descendu les escaliers. De la fenêtre, je l'ai regardé ouvrir le coffre de la voiture et commencer à y mettre des boîtes sans même les vérifier. Martine n'est sortie de la voiture à aucun moment. Laure a claqué le coffre et est montée sur le siège passager. Elles sont restées 1 minute de plus, puis sont parties. Je suis resté là, à regarder la rue vide. Puis j'ai verrouillé la porte. Non pas par habitude, cette fois c'était différent.
C'était comme fermer un chapitre. Pas le genre qu'il suggère en thérapie, le genre qui se manifeste dans la vie réelle, quand on réalise que la paix n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous choisissez. Plus tard, j'ai vérifié mes emails. Il y en avait un de Martine, sans objet, juste un reproche, tu as laissé maman s'effondrer et tu n'as rien fait. Tu aurais pu arranger ça, mais tu as préféré avoir raison plutôt que de garder ta famille. Pas un mot sur le fait d'avoir soutenu la décision de sa mère de partir avec un autre homme. Rien sur toutes les factures que j'ai payées pendant qu'elle m'accusait d'être contrôlant. Zéro responsabilité. Je n'ai pas répondu. Parce que quand quelqu'un vous voit comme le technicien qui doit réparer leurs erreurs, pas comme une personne, il ne mérite pas de réponse.